on sait maintenant que quand un enfant arrive au monde, il n'a pas seulement la fusion des gamètes dont je viens de parler, mais il porte aussi l'histoire de ses parents, et notamment l'histoire de sa mère. Et que cette histoire de ses parents s'exprime par des modifications biologiques. Donc c'est très nouveau, c'est difficile à penser puisqu'on a tous une formation, on vit dans une culture cartésienne où il y a le corps d'un côté et l'âme sans étendue et sans substance qui flotte, on ne sait où, mais métaphysique, mais sûrement pas dans le corps. Alors Descartes, qui est un copain de Anne-Sophie, Descartes se rend bien compte que ça ne marche pas, ce dualisme excessif, le corps d'un côté, sur lequel on peut faire des démarches expérimentales, et l'âme de l'autre, métaphysique, en dehors, après la matérialité du corps. Alors dans le traité des passions, il dit oui, mais l'âme est amarrée à la bite de l'épiphyse. Bite, c'est un terme de marine, c'est là où on amarre les bateaux. C'est pas du tout ce à quoi vous avez pensé. Hein. C'est-à-dire que c'est un terme de marine. Donc bon, c'est une pirouette, je ne sais pas comment on fait pour amarrer quelque chose sans substance et sans étendue à l'épiphyse, qui est une petite glande médiane entre les deux hémisphères. Bon, enfin, il dit ça comme ça. Alors, ce que montrent les théories de l'épigenèse, c'est que, en fait, lorsque la mère est stressée, quand c'est un stress aigu, une mauvaise nouvelle, un échec, elle a une giclée de substances du stress, c'est-à-dire essentiellement, schématiquement, le cortisol et les catécholamines. Or, ces substances du stress, quand c'est une giclée, ça éveille le cerveau, on a peur, on a un stress, et puis hop, tout se remet en place, donc c'est pas toxique et peut-être même c'est nécessaire. En revanche, quand la mère est stressée par sa propre histoire, par l'isolation, qui est la pire des agressions pour la mère et surtout pour le bébé, j'emploie le mot isolation plutôt que le mot isolement. Isolement, on a tous un moment, on a besoin d'être seul, alors que isolation, on est culturellement, politiquement, accidentellement coupé de toute relation. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Or, on sait dans les expérimentations que l'isolation est une agression grave, alors que l'isolement peut être un moment de respiration. Et c'est la deuxième cause du malheur maternel. La troisième cause, c'est la violence conjugale. Et maintenant, grâce à la neuroimagerie, on découvre à quel point la violence conjugale est toxique, pour la femme, bien sûr, et pour l'enfant aussi. Et beaucoup de parents violents, alors la violence des parents, schématiquement, c'est 80% des hommes et 20% des femmes. Mais quand les femmes sont violentes, dans 20% des cas, c'est exactement de la même manière que les hommes. Mais c'est 20% des cas. Donc, quand il y a la violence conjugale, est beaucoup plus délabrante pour la femme ou l'homme, c'est certain, et pour le bébé, beaucoup de parents nous disaient on ne l'a pas touché. Ce qui est faux. Quand le bébé voit son père, ses deux figures d'attachement, son père et sa mère crier, casser la vaisselle, se bousculer, même si l'enfant n'est pas touché, pour lui c'est une émotion tellement forte que ça sidère son cerveau qui arrête de fonctionner et qui a des troubles de développement. Donc la violence conjugale est un grave facteur de développement de l'enfant, même s'il n'est pas physiquement touché. Et le dernier facteur schématique, le dernier facteur, c'est la précarité sociale, parce que la femme enceinte est constamment stressée. Elle n'est jamais « qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Où est-ce qu'on va dormir ce soir ? Comment je vais faire ?» Donc elle n'est pas disponible pour le bébé, donc le bébé ne dispose pas de la niche sensorielle sécurisante et fortifiante. Donc en disant ça, je raisonne comme je vous l'ai proposé au début, en termes d'écologie. La première écologie, c'est étude de l'habitat, écos. Le premier habitat d'un bébé, c'est le ventre de sa mère.
Et quand sa mère est stressée de manière chronique, il y a constamment, de manière chronique, incessamment, un taux de cortisol ou un taux de substance de stress excessive. Et à partir d'un certain moment, d'une certaine durée, ces substances du stress franchissent la barrière du placenta et baignent le liquide amniotique. Et je crois qu'on a été parmi les tout premiers à Toulon en 1982 à démontrer avec Jacques Collin et Marie-Claire Bunet, qui était directrice de recherche au CNRS, je crois qu'on a été les tout premiers à montrer que les hautes fréquences du bruit, quand la mère parle, les hautes fréquences sont filtrées par son corps et surtout par le liquide amniotique, alors que les basses fréquences, au contraire, sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique. Ce qui veut dire que, quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix caressent la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Et un bébé intra-utérin, un bébé dort 20 heures sur 24, c'est-à-dire un peu moins que nous. Mais quand la mère parle, elle éveille le bébé, et Minkowski, qui venait travailler un peu avec nous à Toulon, a demandé aux gens de son équipe d'évaluer, quand la mère parle, à la fin de la journée, le bébé a dégluti 4 ou 5 litres de liquide amniotique bourré de cortisol, de catécholamine et de substances du stress. Ce qui veut dire que ces substances-là intoxiquent son cerveau et que certaines zones cérébrales les cellules gonflent, l'eau rentre dans ces cellules, ça provoque ce qu'on appelle une hyperosmolarité, et la cellule explose. Alors, l'hyperosmolarité, voilà, donc cette zone-là, c'est la zone du circuit limbique, de l'émotion et de la mémoire, qui est très sensible au cortisol, et ces cellules gonflent. Si le stress maternel est chronique, les cellules gonflent et finissent par exploser. Ce qui veut dire en termes cliniques, pour les praticiens qui sont dans la salle, c'est-à-dire pratiquement tout le monde, en termes cliniques, ça veut dire que le bébé arrive au monde avec une altération cognitive, une altération cérébrale, parce que sa mère a été rendue malheureuse par son histoire, son mari, la société ou un accident de la vie. J'ai une patiente qui a mis au monde son 3e bébé au moment où sa propre mère démarrait une maladie d'Alzheimer. Donc, sauf que s'occuper d'un bébé, c'est fatigant et gratifiant. S'occuper d'une mère qui a une maladie d'Alzheimer, c'est fatigant et désespérant. Donc, ce bébé a eu une mère non disponible. Et si la mère est là physiquement, mais ne répond pas avec des sourires, avec des mots, avec des gestes, le bébé n'a pas la niche affective, la niche sensorielle dont il a besoin pour être sécurisé et dynamisé. Donc, je souligne, ce n'est pas la mère qui est responsable de ce malheur, c'est le malheur de la mère, qui peut être son histoire, son mari, la société ou une tragédie de la vie. Donc, vous comprenez pourquoi je souligne, c'est que pendant des décennies, une partie de professionnels disaient c'est la faute de la mère. Les théories d'attachement, on s'est tout de suite opposé à ça. Mais l'histoire des idées est telle que pour qu'une idée triomphe, il faut souvent des décennies. Et pendant ce temps, des tas de mères ont été accusées, des tas d'enfants ont dû se développer dans une niche insécurisante. Alors, donc ça veut dire que ce raisonnement-là, il intègre des données qui viennent de l'alentour du bébé, et qui viennent du couple parental
et même de l'histoire du couple parental. Parce que l'histoire n'est pas coupée du corps, alors que c'est un nouveau mode de raisonnement. L'histoire, la représentation de soi, les récits ne sont pas coupés du corps. Quand on se fait un récit de soi honteux, délabré, eh bien, on exprime des émotions abattues, tristes, qui ne sécurisent pas et ne dynamisent pas le bébé. Alors qu'au contraire, si on a une sécurité de couple, une sécurité familiale, une sécurité sociale, à ce moment-là, la niche sensorielle qui entoure le bébé et qui tutorise ses développements biologiques, comportementaux et plus tard verbaux, eh bien, à ce moment-là, le bébé a de quoi se débrouiller. Et il se débrouille statistiquement, il se débrouillera. Donc, dans ce nouveau mode de raisonnement intègre des données complètement hétérogènes. L'histoire, les substances du stress, le cerveau, l'expression des émotions, l'expression des comportements. Donc, je retrouve l'idée que je vous proposais au début de mon exposé. Pour des raisons didactiques, on dit avant la naissance et on s'arrête aux 1000 jours, même si certains parmi nous pensent qu'il faut aller plus loin. Je pense que on est soumis aux pressions du milieu pendant toute notre vie, sauf qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur nous. Donc c'est des raisonnements qui ne sont pas des raisonnements causalité, mais qui sont des raisonnements systémiques, comme ce que je viens de vous proposer. Et on voit que lorsque la mère a été stressée, le bébé arrive au monde avec une atrophie limbique, et si la niche sensorielle des premiers mois est pauvre, le bébé n'est pas stimulé et son cortex préfrontal diminue parce que les neurones préfrontaux ne sont pas stimulés. Et on voit que le bébé arrive au monde, s'il est isolé après sa naissance, il y a une atrophie bifrontale. Or, une des fonctions, le lobe préfrontal ne perçoit rien, mais c'est le socle neurologique de l'anticipation. Et une autre fonction du lobe préfrontal, c'est de freiner l'amygdale rhinencéphalique, qui est le socle neurologique des émotions insupportables de colère, de terreur, d'angoisse, de dépression. C'est des émotions très intenses qui sont souvent des souffrances psychiques. Or, lorsque la mère a été altérée, le lobe préfrontal du bébé n'est pas stimulé, l'amygdale rhinencéphalique n'est pas freinée, et les enfants arrivent au monde avec parfois une amygdale augmentée multipliée par 10. Ce qui veut dire que ces enfants, non, c'est parce que la mère n'a pas été sécurisée, parce que le père n'a pas fait son boulot, parce que la société n'a pas fait son boulot, etc. Quand le bébé arrive au monde, il éprouve toute information comme une agression. Et ça donne des bébés qui crient, qui convulsent, qui sont hyperkinétiques. Alors, dans l'hyperkinésie, certains disent qu'il y a un déterminant génétique, d'autres disent que c'est purement environnemental, mais dans le mode de raisonnement que je vous propose, je crois qu'on ne peut pas faire la part des deux. Les deux sont forcément fonctionnent ensemble. Il n'y a aucun gène ne peut s'exprimer s'il n'y a pas d'environnement, et l'environnement ne peut marquer aucune empreinte s'il n'y a pas une matière cérébrale ou une matière corporelle. Donc cette distinction, elle est, je crois, abusive, mais certains enfants, les garçons surtout, arrivent au monde avec une tendance à l'hyperkinésie. Ils grimpent au mur, ils ont des troubles de la concentration, ils n'écoutent pas ce qu'on dit, et ce sont des enfants difficiles à élever, et parce que ils éprouvent tout. La moindre information, ils l'éprouvent comme une agression, comme une sollicitation. Alors, ils sont difficiles à calmer, ils apprennent mal à parler, puisqu'ils bougent tout le temps, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas attentifs aux autres, ça ne les amuse pas. Ça ne les amuse pas de jouer avec les mots,
ça ne les amuse pas, ils sont tout le temps dans l'hyperaction, donc ils apprennent mal, donc ils se socialisent mal, donc ils vont fournir la population des futurs mauvais élèves parce qu'ils n'apprennent pas. Alors là, on est encore dans le préverbal, c'est-à-dire qu'on est encore dans des enfants, les premières divisions cellulaires. Alors, pendant 300 jours, donc, 300 jours, c'est-à-dire avant la rencontre du couple, et jusque la naissance où le bébé a déjà connu un développement tout à fait important, parce que si sa mère est stressée comme un flash, tant mieux, puisque ça crée une sensation d'événement, mais si la mère est stressée chroniquement, c'est-à-dire de manière insidieuse, de manière moins visible, eh bien c'est là que le bébé souffre le plus et arrive au monde avec des altérations cognitives à cause du malheur de la mère. Donc ça veut dire que quand on remettra notre rapport fin janvier, on insistera sur toutes les mesures nécessaires à la surveillance de la grossesse. C'est-à-dire que c'est un moment beaucoup plus important que ce qu'on croyait. Surtout demander... Alors les hommes violents sont évalués à 10% de la population. Bon, ben, c'est 10% de trop. Mais il y en a quand même 90 qui sont étonnamment sympathiques, gentils, attentifs à leurs femmes. Alors, mais c'est 10%, c'est 10% de trop, surtout que certains hommes n'y vont pas de main morte. Donc là, il y a une politique éducative autour de la femme enceinte. Les hommes, le groupe, l'examen du 4e mois, qu'il va falloir revaloriser, parce que c'est un moment où on peut repérer, c'est un moment où on peut repérer une tendance, il n'y a pas encore de troubles, et s'il y a des troubles à cet âge-là, le bouillonnement des neurones des bébés, des enfants, est tellement intense qu'un rien les traumatise, mais un autre rien les répare. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de pronostic. Si un enfant, à ce moment-là, est agressé par le malheur de sa mère, l'enfant sera agressé, mais si on entoure sa mère, l'enfant va se réparer en 24-48 heures. Vous le savez toutes. Hein. C'est-à-dire qu'on avait fait, il y a très longtemps, un travail avec Douaniard, près de Toulon. Il y avait une pouponnière qui recueillait beaucoup d'enfants abandonnés. Et ces enfants abandonnés, on leur ils avaient des altérations comportementales, ce qui est facile à comprendre, et on avait fait des électroencéphalogrammes. Or, tous ces enfants avaient une avance au sommeil paradoxal. Le sommeil est dit paradoxal parce que s'il y a une décharge électrique du cerveau au moment où le corps est en sommeil profond, les muscles sont relâchés et le cerveau consomme énormément d'énergie. En temps normal, le cerveau à lui seul consomme 20% de l'énergie totale. Donc ce petit organe, en fait, est très coûteux. Il faut s'en servir le moins possible parce que ça coûte beaucoup. Alors, non, il ne faut pas le noter, ça. Hein, faut pas... donc, en temps normal, mais l'enfant, on avait montré qu'il y avait tous ces enfants abandonnés, donc n'avaient plus une niche sensorielle sécurisante, ils étaient tous en alerte. Mais nous, adultes, on ne comprenait pas très bien pourquoi. Ils sursautaient, comme beaucoup d'enfants. Ils s'agitaient, comme beaucoup d'enfants. Ils s'endormaient difficilement, comme beaucoup d'enfants. Et quand on faisait des électroencéphalogrammes, on voyait qu'il y avait un trouble de l'architecture du sommeil. Dès que ces enfants étaient placés dans une nouvelle niche, un substitut affectif, si la mère est morte, malade ou a abandonné son enfant, comme légalement elle a le droit de le faire dans notre culture actuelle, eh bien l'enfant est altéré.
mais il est altéré. Mais dès qu'on fournit un substitut affectif, en une nuit ou deux, on voyait l'architecture électrique du sommeil se remettre en place conformément à son âge. Or, lorsqu'il y a une avance au sommeil paradoxal, les phases lentes qui précèdent le sommeil paradoxal stimulent la base du cerveau et provoquent une augmentation d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles. Or, dès que les enfants, donc ces enfants-là, sécrétaient moins d'hormones de croissance et moins d'hormones sexuelles. Exactement comme nous, quand on a un souci, on a du mal à s'endormir, on rumine, on s'endort mal et on se réveille fatigué. Parce que si on fait un électroencéphalogramme, comme le fait mon ami Patrick Lemoine à Lyon, si on fait des électroencéphalogrammes, on voit chez les adultes, ce que je viens de vous dire chez les bébés, ça avance du sommeil paradoxal, diminution des hormones de croissance et des hormones sexuelles. Nous, adultes, on se réveille fatigués, parce que le sommeil n'est pas de tout repos. Ça travaille, là-dedans ça travaille, même quand on dort. Et nos enfants, eux, ils se réveillent fatigués aussi, avec moins d'hormones sexuelles et moins d'hormones de croissance. Parce que les hormones sexuelles commencent pendant la grossesse. Les fœtus baignent dans les sécrétions d'hormones sexuelles, ce qui explique pourquoi, partant tous du sexe féminin, femelle, certains, une moitié de la population deviennent mâles et une autre moitié de la population devient fille. Parce que les fœtus sont déjà différenciés par des sécrétions sexuelles, d'hormones sexuelles différentes. Mais quand tout se passe bien, les enfants se réveillent frais, dispos et désireux de faire la fête. Et quand ça se passe mal, les enfants se réveillent fatigués, ronchons, fatigués, ils n'ont pas récupéré et ils ont du mal à se socialiser. Donc les interactions vont être troublées parce que les enfants ne sont pas en forme, et les enfants ne sont pas en forme parce que la niche sensorielle est altérée, et la niche sensorielle est altérée parce que, donc je reprends le même raisonnement systémique que celui que je vous propose depuis le début de mon exposé. Donc l'idée qui apparaît maintenant, ce n'est pas la mère, je le redis, qui provoque les troubles du développement de l'enfant, c'est le malheur de la mère sur lequel on a accès, psychologiquement, relationnellement, socialement. Théoriquement, on devrait pouvoir... Donc je souligne, importance de l'encadrement des femmes enceintes, pour elles, bien sûr, et pour le développement du bébé qu'elles portent. Alors maintenant, on arrive à la naissance. Donc, on est né, on arrive à la naissance, et dans beaucoup de cultures, il y a la variation des prématurés. Et cette variation des prématurés dépend de l'activité, des conditions d'activité de la mère et du stress de la mère. Or, quand il y a un bébé prématuré de quelques semaines, il est altéré. Irène Lésine, avec qui on travaillait il y a 40 ans, donc Irène Lésine nous avait montré, c'était une des premières à faire des films et à analyser les films au ralenti, et elle nous avait montré qu'un bébé prématuré n'a pas les interactions d'un bébé né à terme, même si c'est un petit prématuré. Il s'ajuste mal sur le corps de sa mère, il ne soutient pas le regard, il se laisse partir en arrière. Or, Pierre Rousseau, à l'université de Mons, confirme qu'un bébé qui arrive au monde à terme, tout de suite, sans école et sans livre, il s'oriente vers le mamelon et il regarde sa mère pendant qu'il tète. Donc c'est très compliqué. Pourquoi est-ce qu'il s'oriente vers le mamelon? Comment il a fait pour apprendre ça? Pourquoi est-ce qu'il soutient le regard de sa mère pendant qu'il tète? Et qu'est-ce qui se passe si la mère regarde la télévision pendant qu'il tète? Eh bien, on a fait une tétine à manomètre qu'on a mis au point.
C'est-à-dire il y avait la tétine, au lieu d'avoir un mamelon, ben, il y avait une tétine à manomètre. Quand la mère le regarde, on voit qu'il tète, puisque on voit le manomètre enregistre des tétés. Dès que la mère regarde la télévision, hop, il tète moins. C'est-à-dire que déjà dans l'heure qui suit sa naissance, il y a une interaction, pas qu'on sent confusément, mais qu'il a fallu une petite démarche expérimentale pour rendre observable que l'interaction déjà stimule le bébé. Et si cette interaction est mal mise en place, parce que la mère est malheureuse, parce qu'elle ne répond pas au stimulus de son enfant, parce qu'elle est distraite, parce qu'elle s'intéresse à autre chose qu'au petit bonhomme, à la petite bonne femme qu'elle vient de mettre au monde, eh bien déjà, il y a un trouble déjà de l'interaction. Mais je le redis volontairement, si on en prend conscience, cette interaction troublée est très facile à réparer. Parce qu'on avait montré avec Marcel Ruffo qu'à un moment, on parle avec la mère au moment où le bébé tétait. Donc le bébé, puisque la mère nous regarde, donc le bébé se met à ralentir. La mère sent quelque chose et boum, d'un coup de genou, elle remonte le bébé est réveillé, elle regarde le bébé et c'est réparé presque instantanément. Mais c'est pas toujours comme ça. Si la mère est seule, si elle est malheureuse, si elle est abandonnée par la société, elle ne donne pas le coup de genou, elle est abattue et ça donne des troubles de l'interaction. Je retrouve encore une fois le raisonnement systémique. Alors, là maintenant, pendant quelques jours, pendant quelques minutes, on va rentrer, on est né, on est arrivé au monde, et on entre dans les interactions précoces. C'est-à-dire que là, on voit qu'il y a des processus de mémoire qui se mettent en place extrêmement tôt. Ces processus de mémoire, chez le bébé, il y a des traces de mémoire. Le cerveau, en cours de développement, commence déjà à être sculpté par le milieu, avec toute la plasticité que j'ai déjà soulignée 2 ou 3 fois, donc pas de tragédie si quelque chose se met mal en place. C'est facile à réparer, à condition de faire ce qu'il faut pour le réparer, ce qui n'est pas toujours le cas. Si la mère est abandonnée à son isolation, ce ne sera pas réparé. Mais si on lui tend la main et si on la sécurise, ça sera facile à réparer. Je le redis, un bébé facile à traumatiser est facile à réparer si on fait ce qu'il faut. Alors, mais il y a déjà des processus de mémoire, puisque aucun d'entre nous n'a de mémoire de ses premières années. Parce que le bouillonnement des neurones est tel que les circuits ne sont pas mis en place. Un cerveau de bébé peut partir dans tous les sens selon la structure du milieu. Si un milieu est stable, il va y avoir des circuits qui vont se faire et l'enfant va apprendre à percevoir un type d'information plutôt qu'un autre. Un bébé qui arrive au monde, quel que soit son contexte culturel, entend tous les phonèmes de sa langue, de la langue qui l'entoure. 3000 phonèmes. Il peut entendre tous les phonèmes. Au bout de 20 mois, quand il commence à débarquer dans le monde des mots, il n'entend plus que les phonèmes de sa langue maternelle. Et les autres, il ne les entend plus. Son cerveau ne peut plus les percevoir, il ne peut plus les traiter. Donc ça donne des résultats un peu curieux, c'est que c'est cette réduction du cerveau de l'enfant sous l'effet des pressions du milieu, c'est cette réduction synaptique des circuits neuronaux qui fait que l'enfant entend mieux la langue maternelle, la voix de sa mère ou de son substitut, qui est un donneur de soins, donc statistiquement c'est sa mère, mais ça peut être une autre femme, ça peut être son père, si c'est les hommes qui s'occupent des bébés, ils sont beaucoup moins nombreux que les femmes, mais il y a des cultures où le nombre d'hommes qui s'occupent des bébés est un peu en voie de développement,
Mais on voit qu'à ce moment-là, l'enfant, il a autour de lui de quoi se débrouiller, même si ce n'est pas sa mère. Mais il faut qu'il y ait une stabilité affective pour que l'enfant, sécurisé, circuite son cerveau et devienne sensible à la langue maternelle. Alors ça donne des résultats curieux. Par exemple, j'ai été invité au Japon, et au Japon, les Japonais, la différence entre le L et le R n'existe pas. Ce qui fait que les Japonais n'entendent pas de différence. Et ça fait un jour, j'étais à Kyoto, au Japon, avec mon interprète qui parlait bien le français, et puis on doit se séparer. Je lui dis, écoute, on se retrouve au coin de la rue. Et il me dit, mais je ne sais pas ce que c'est la rue. Alors je lui dis, mais non, on se donne rendez-vous au coin de la rue. Alors il dit, oui, j'ai bien entendu, mais je ne sais pas ce que c'est que la rue. C'est pas la rue, c'est la rue. Et lui, pour lui, c'était le même mot. Il n'entendait pas. Il n'entendait que les mots de sa langue maternelle. Alors qu'il parlait bien le français, mais son oreille, son cerveau, avait été sculpté par la langue japonaise, et il n'entendait pas la différence entre le R et le L. Et je crois que c'est vrai pour nous tous. Donc ça confirme l'idée que je vous propose, c'est que vraiment, notre cerveau est sculpté par notre milieu, et que la force principale de notre milieu, c'est l'interaction affective. Et que c'est ça qui sculpte les circuits cérébraux et qui fait que 2/3 de nos enfants, à 10 mois, sont des bien partis de l'existence, alors que 1/3 de nos enfants, c'est énorme, constituent la population des mal partis dans l'existence. Donc c'est beaucoup, un enfant sur 3. C'est beaucoup, mais, je le redis, si on s'en rend compte et si on leur propose une niche affective sécurisante, c'est résiliable, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre, reprendre un bon développement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de trace cérébrale. Il y aura une trace cérébrale, mais ils reprendront quand même un bon développement. Mais si on ne fait rien, les mal partis dans l'existence resteront mal partis. Mais notre métier, c'est justement de ne pas faire rien, puisque notre métier, c'est justement d'intervenir. Alors, là, j'ai pris cet exemple-là. Alors, pour montrer ce qu'on appelle le modèle interne opératoire, qui est un phénomène de mémoire. C'est-à-dire que nous tous, nos enfants, on apprend à réagir à quelque chose qui est dans notre mémoire plus qu'à quelque chose qui est dans le milieu. Mais ce qui est dans notre mémoire, c'est ce qui a été dans le milieu. Vous me suivez, puisque c'est un phénomène de mémoire. C'est donc quelque chose qui a existé, ça a marqué une empreinte dans notre système nerveux, ça nous a donné un style de réaction, un apprentissage, un style de réaction qu'on effectue quand le milieu a changé. Alors je prends cet exemple pour dire que l'exemple des enfants battus. Les enfants maltraités existent beaucoup plus que ce qu'on croyait, parce que les récits qu'on fait sont peut-être moins aujourd'hui, on est peut-être tombé dans l'excès inverse. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que des parents maltraitants. Alors que je pense que l'immense majorité des parents sont bien traitants, et en tout cas veulent bien faire leur boulot. Mais il y a 2 générations, la maltraitance des enfants était totalement impensée. Quand, avec Michel Manciot, avec qui j'ai eu la chance de travailler, on a été parmi les premiers à dire qu'il y avait des enfants maltraités, on n'a pas été cru. Ce n'était pas dans les récits collectifs, ce n'était pas dans la culture que ce que vous racontez. Un enfant maltraité, mais c'est impensable. Les mamans sont toutes des mamans gâteaux, et les papas sont tous des papas pélicans. Tiens mon œil. C'est-à-dire que oui, la plupart des mamans sont gâteaux, la plupart des papas sont pélicans, mais il y a une proportion non négligeable de mères maltraitantes, où là il y a la parité dans la maltraitance, et où il y a des mères maltraitantes et des pères maltraitants.
Et il a fallu que Michel Manciot se débatte pendant facilement 2 décennies pour faire accepter que des bébés pouvaient être maltraités. Mais je reprends, la maltraitance, c'est l'isolation, qui est la pire des maltraitances, parce que l'isolation altère le fonctionnement cérébral, c'est la violence conjugale, parce que la violence conjugale altère le fonctionnement du cerveau de l'enfant, c'est la précarité sociale, parce que les parents non disponibles, malheureux, inquiets, ne sont pas disponibles pour jouer avec leurs enfants. Comment fait-on pour jouer avec un enfant quand on pense qu'on n'a rien à manger pour le soir? On ne peut pas. Donc, et puis les malheurs de l'existence. Alors, une fois que c'est inscrit dans la mémoire sous forme de circuits cérébraux, les enfants ont appris à réagir à ce qui est inscrit dans leur mémoire. Ça leur donne un goût du monde, une sorte d'amertume du monde. Pour les enfants mal partis, toutes les informations sont désagréables, alors que pour les enfants bien partis, toutes les informations sont des invitations au jeu. C'est des invitations à sourire, c'est des invitations plus tard à faire des jeux de comportement, des moulinettes, des chansons, puis après des jeux de fiction. Donc c'est le cas de 2 enfants sur 3 qui sont des bien partis dans l'existence, mais un enfant sur 3, lui, éprouve un jeu, laisse-moi tranquille, viens, je vais te parler, pourquoi tu me parles comme ça? Je ne te parle pas comme ça. Pourquoi tu m'agresses? Mais je ne t'agresse pas, je te dis de venir là. Donc ces enfants-là éprouvent toutes les informations avec une connotation d'agression, parce que leur cerveau a été mal formé par un trouble de la niche sensorielle. Et là, je prends cet exemple-là. Quand les enfants sont maltraités, quelle que soit la cause de la maltraitance, la plus facile à comprendre, c'est la maltraitance physique, qui n'est pas la plus fréquente. Hélène Turge, à l'INSERM, dit que énormément d'enfants meurent et sont consignés comme morts naturels, alors qu'en fait, souvent, ils ont été abandonnés à domicile, personne ne leur a parlé, ou même parfois il y a eu maltraitance physique, la maltraitance sexuelle qui reste secrète, qui reste cachée, et puis la maltraitance invisible, parce que les parents n'ont pas la force de s'occuper, ont tellement de soucis qu'ils n'ont pas la force de s'occuper de leur bébé. Et là, dans cet exemple-là, l'enfant s'adapte à la maltraitance physique qui est la plus facile à comprendre. Il y a des coups, il y a des cris, c'est très choquant. Et puis ça altère le cerveau et l'émotion beaucoup plus que ce qu'on croyait. Donc les enfants s'adaptent à un concept de maltraitance en se protégeant ou en évitant les relations affectives, parce qu'ils savent que si je m'approche trop près de maman, de papa, je vais ramasser une claque ou un coup de pied. Donc les enfants s'adaptent à cette maltraitance. Et ensuite, quand on les place dans une famille d'accueil, bienveillante, gentille, eh bien, eux, ils ont appris à sentir le monde comme un monde maltraitant. Et ils répondent, alors là, tous les professionnels qui sont dans la salle ont certainement eu cette expérience professionnelle d'un enfant avec qui on est gentil, parce qu'on a envie de bien faire notre métier, on lui parle, on le sécurise, on le gronde. L'interdit fait partie des structures affectives. Tu ne peux pas tout te permettre. Donc on le gronde et l'interdit circuite la manière de s'exprimer de l'enfant. Donc l'énoncé des interdits fait partie de la structuration affective du développement d'un bébé préverbal. Et il y a des interdits préverbaux. Les bébés comprennent. Tous les bébés comprennent l'interdit préverbal. C'est pas la peine. Ensuite, il faudra leur expliquer avec des mots, mais même avant la parole, ils comprennent. Ils baissent les yeux, ils mettent les mains en arrière, ils ont compris. Or, là, on voit que ces enfants-là peuvent très bien dire un professionnel gentil qui cherche à bien faire son boulot, et le bébé, parlant, dit « Elle m'a battu ». Comment ça, elle t'a battu? Mais, puisque l'enfant se sent battu, il dit « Elle m'a battu », alors que le professionnel est stupéfait,
mais c'est pas possible. Et ça arrive, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, d'avoir allé chercher un enfant maltraité chez lui dans des conditions inimaginables, et l'enfant ensuite confié à une famille d'accueil disait que sa famille d'accueil l'avait maltraité, alors que c'était dans sa mémoire, mais ce n'était pas dans son contexte. Alors je dis ça juste pour vous compliquer le raisonnement, hein. Donc juste pour... Donc ça veut dire qu'il faut... Ça veut dire qu'un même événement, une même situation, un même impact comportemental aura des effets totalement différents selon l'histoire, le développement antérieur, au moment où le bouillonnement cérébral est tellement intense que l'enfant doit apprendre tout ce qui est dans son milieu, il doit être circuité, son cerveau doit être circuité par son milieu. Et à ce moment-là, si il est bien parti, il va éprouver toute rencontre comme une invitation au jeu. Alors je cite toujours, pour illustrer ce que je viens de vous dire, une petite manipulation expérimentale de Daniel Stern à Genève, et qui faisait une petite manipulation expérimentale tout à fait charmante. Un adulte inconnu est au milieu de la pièce, et un enfant, un toddler, il commence à marcher, il ne parle pas encore, il a, on va dire, 12-15 mois, il ne parle pas encore, il rentre dans la pièce, il voit l'adulte, il a son petit stress nécessaire pour éveiller le cerveau. Faut pas... Ça, si vous voulez, on en parlera tout à l'heure, mais comme on a démontré que la carence affective abîmait le cerveau, beaucoup de gens en ont conclu, c'est facile, il suffit de beaucoup aimer un enfant pour tout réparer. Beaucoup aimer un enfant, c'est parfois trop aimer un enfant. Donc, c'est pas mieux. Beaucoup aimer un enfant, c'est pas forcément mieux aimer un enfant. Donc, ça répare pas tout, ça provoque un autre type de trouble. Alors, on voit que Daniel Stern s'assoit, on fait rentrer un petit toddler, un petit enfant qui commence à marcher, mais qui ne parle pas encore. Il a son petit stress, et puis il s'oriente, s'il a acquis un attachement sécure, il s'oriente vers cet inconnu, il lui fait un babil, il tire sur sa manche, il lui fait une offrande alimentaire, l'adulte répond avec des phrases, avec des mots, le bébé attend la fin de la phrase, parce que la musique des mots lui fait savoir que ça va être mon tour. Il y a un tour de parole avant la parole. Et le bébé ne se trompe pas, et on voit, Daniel Stern avait enregistré, de véritables tours de parole préverbales, où le bébé attendait, l'adulte finissait sa phrase, à la fin de la phrase, il y a une musique, il y a une prosodie des mots qui fait que le bébé sentait que c'est à moi de parler. Alors il faisait son petit babil, Daniel Stern écoutait sérieusement le babil du bébé, et puis ensuite, et il y avait un tour de parole qui montre qu'il y avait une harmonisation des émotions et que le bébé préverbal apprenait déjà à s'ajuster à un adulte inconnu. Or, quand on fait ça avec un bébé anxieux, parce que, alors je reprends sa mère, son père, etc., tout ce que j'ai dit tout à l'heure, un enfant sur 3 n'a pas acquis ce tour de parole. Et quand on le met dans la même situation, ou bien il se périphérise, c'est-à-dire que l'adulte est là, Daniel Stern, dans une crèche, l'adulte est là, et le bébé se périphérise, il se met contre le mur, il évite le regard, il augmente les activités auto-centrées, il se met lui-même dans une disposition spatiale de mal apprendre à parler. Alors qu'un bébé sécure se met lui-même dans une disposition spatiale pour apprendre à parler. Donc il y a toute une interaction avant l'apprentissage. Il y a 2 enfants sur 3 se mettent en situation d'apprentissage affectif par l'affectivité, par le jeu, et dès les premiers mots, c'est d'ailleurs très amusant,
c'est même charmant, c'est même adorable de voir comment les enfants répètent les premiers mots. Souvent, ils sont contents, ils jouent avec la musique des mots, ils font la musique des mots, donc ils s'entraînent à parler. Comme un sportif, ils s'entraînent comme un sportif. Et c'est souvent mignon de voir un enfant qui répète les mots et qui éprouve du plaisir à répéter les mots. Sauf que, je terminerai tout à l'heure là-dessus, c'est que les enfants, quand on arrive à la fin de la 3e année, c'est-à-dire que maintenant on entre en maternelle, vous avez les enfants sécures disposent de 800 à 1000 mots, parfois plus, alors que les enfants insécures disposent de 200 mots, parfois moins. Donc, devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Ceux qui savent parler, ceux qui n'ont que 200 mots en entrant en maternelle ne vont pas comprendre la moitié des consignes. Ils ne vont pas comprendre ce que dit la maîtresse. Ils ont le même âge, ils n'ont pas le même développement, ils vont fournir la population des futurs mauvais élèves, mais c'est rattrapable. Parce que, de même que je vous disais, il faut se méfier des raisonnements de causalité unique, une cause qui expliquerait tout, de même, l'évolution des enfants n'est pas linéaire, le développement des enfants n'est pas linéaire. Un enfant peut très bien être très en retard à 4 ans et rattraper son retard à 4 ans et demi. Il y a des enfants qui démarrent très vite dans l'existence, qui font très tôt des performances intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'ils tiendront cette performance toute leur vie, mais à l'inverse, il y a des enfants qui démarrent très mal dans la vie, mais ça ne veut pas dire qu'ils feront des mauvaises performances si on les met dans un milieu rigide. Mais si on les met dans un milieu plastique qui s'adapte à des vitesses de développement individuelles très différentes, parce que chaque famille a son style d'interaction, chaque culture a son style d'interaction, donc un enfant peut très bien mal démarrer, et si la culture familiale et le social lui permet de rattraper son retard, on voit que beaucoup d'enfants rattrapent leur retard beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Quand j'ai travaillé après la chute du mur en Roumanie, j'ai eu l'occasion de voir des enfants très altérés par la politique criminelle de Ceausescu. Șerban-Ionescu évalue à 200 000 enfants abîmés par la politique de Ceausescu. Parce que ces enfants, pour des raisons de rentabilité économique, ces enfants, les mères devaient travailler 14 heures par jour, sans substitut, sans aide familiale, sans substitut possible. Donc les enfants ont été mis, Ceausescu disait, dans des orphelinats, mais c'était des mouroirs, ce n'était pas des orphelinats, personne ne leur parlait, personne ne jouait avec eux, ils avaient droit à une gamelle par jour et un coup de jet d'eau par mois. Donc ils puaient et ils n'avaient que des activités, des balancements auto-centrés. Et j'ai eu l'occasion de voir des enfants très altérés, et Violetta Stan, avec qui on a eu la chance de travailler, a modifié le milieu de ces enfants en faisant des petites institutions, beaucoup de personnel qui sollicitait ces enfants. Beaucoup d'enfants ont rattrapé leur retard bien plus tard que ce qu'on croyait. Et j'ai eu l'occasion d'en voir un à Constanța, qui est une ville roumaine de bord de mer Noire, sur le bord de la mer Noire. Et cet enfant était très altéré. Il avait un énorme retard de langage, et il ne faisait que se balancer. Et puis, il a été adopté par une famille toulonnaise. Donc j'ai continué à le suivre. Cette famille a été adorable. Au début, c'était difficile, parce qu'il ne faisait que se balancer, et puis il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Et puis, il a repris, la famille a insisté avec beaucoup de talent et beaucoup de patience, et puis l'enfant a repris un bon développement, et aujourd'hui, il est professeur à l'université, ce qui prouve quand même qu'il a de graves séquelles. Donc, il a pas... Alors c'est vrai, je le dis, mais de temps en temps, je l'invite à déjeuner,
pour parler avec lui, et je l'invite à déjeuner. Et je m'applique à faire semblant de ne pas voir, mais il a été élevé dans des institutions d'une très grande cruauté. Il n'y avait pas d'affection, pas de culture, pas de parole, que de la brutalité, et de la faim, et des agressions sexuelles. Et on bavarde, il est charmant, il est cultivé, il est très sympathique, mais je le vois, à chaque repas, il prend le pain de la corbeille et il s'embourre les poches. Donc, il est professeur d'université. Donc, la tronche a bien marché, mais il a gardé en mémoire, il ne s'en rend pas compte, mais il a gardé en mémoire la trace d'une carence alimentaire grave. Et il se rend peut-être même, moi je n'ose pas lui poser la question, mais peut-être même il ne s'en rend pas compte, mais quand je le vois, il se bourre les poches de pain, et parce que probablement il doit penser qu'au moins j'aurai quelque chose ce soir, enfin quelque chose comme ça. Donc ça veut dire que pendant très longtemps, il y a des traces dont on ne prend pas forcément conscience, mais qu'on peut progressivement réchauffer. Voilà l'idée que je voulais vous proposer. Alors c'est un travail qui a été fait par Michael Rutter. Il a pris 17 enfants anaclytiques, c'est un mot qui vient de la psychanalyse, c'est-à-dire ana, qui ne peut compter sur personne, il n'y a pas d'étayage. Ces enfants sont seuls et autocentrés et très altérés. Ça se passe en Angleterre, à Londres, près de Londres. Et ces enfants, ces 17 enfants, ont été mis dans des familles d'accueil. Ils ont été réchauffés progressivement, ils ont appris à soutenir le regard, ils ont appris à parler, et Michael Rutter les a suivis jusqu'au moment du premier amour, ce qui est une délicieuse pathologie à laquelle on échappe rarement, par bonheur. Et ces enfants-là, après le premier amour, ont continué, les enfants qui avaient été réchauffés, ont continué à s'améliorer, alors que un tout petit nombre d'enfants ont vécu le premier amour comme un échec, comme un véritable traumatisme. Alors qu'il a comparé avec une autre population de 17 enfants très altérés, mais qui n'avaient pas été mis dans des familles d'accueil, qui ont été laissés dans des institutions anonymes. En sociologie, on dit anomique, ça veut dire qu'il n'y a pas de structure affective, ni sociale, ni culturelle. Et puis quand ils arrivent eux aussi à l'âge du premier amour, presque tous ont vécu le premier amour comme un traumatisme et se sont effondrés. Alors on a fait, avec Michel Delage, à Toulon, et c'est une petite équipe toulonnaise, on a repris le même schéma. On a pris une trentaine d'adolescents qui consultaient en centre médico-psychologique. Et on les a suivis jusqu'au moment du premier amour. Et les enfants, aujourd'hui, parlent du premier amour avec une fraîcheur, alors qu'à mon époque, on n'en parlait jamais, c'était une transgression. On était amoureux en secret. Alors que maintenant, beaucoup d'enfants parlent de leur fiancée, je veux me marier avec elle, je veux me marier avec lui. Alors donc, mais c'était pas comme ça il y a 2 générations, c'était un tabou, on était amoureux, c'était presque indécent d'être amoureux. Et on s'est rendu compte que ces enfants qui étaient suivis en CMP, eh bien, donc il y avait l'aide aux familles et l'aide aux enfants, arrivés à l'âge du premier amour, sur les 30 enfants, 27 ont été métamorphosés, améliorés par le premier amour, et 3 enfants sur 30 ont vécu le premier amour comme un véritable traumatisme. Alors on voit que cette mémoire continue et qu'on continue, comme je vous le proposais tout à l'heure, on continue à interpréter le monde avec une connotation affective accueillie au cours des premiers mois de la vie. Des premiers mois, au moment où la synaptisation, les circuits se font à toute allure. Je le redis parce que ça me paraît important, c'est des enfants faciles à traumatiser et, si on répare l'alentour, facile à réparer. Sauf si on ne fait rien. Alors là, si on ne fait rien, ce n'est pas réparé. Mais notre métier, notre fonction, c'est justement de ne pas faire rien. Or là, on voit que
les voies de la douleur sont les mêmes chez tous les mammifères. C'est-à-dire qu'on est pincé, on est brûlé, il y a un relais qui se fait dans les cordons postérieurs de la moelle, qui arrive jusqu'à une grappe, une petite grappe de raisin qui est à la base du cerveau, qui envoie les informations à la partie antérieure de l'aire singulaire antérieure, c'est-à-dire à la face interne des deux hémisphères, à la partie antérieure de la face interne des deux hémisphères. Si les enfants, donc il y a des neurotransmetteurs qui sont les mêmes pour nous tous, et il y a des substances qui transmettent la douleur, les substances T, la capsaïcine, et on voit que ça c'est vrai pour tout le monde. Mais selon les conditions éducatives, les voies, les circuits sont modifiés, je le souligne, les circuits sont modifiés par les circonstances affectives et éducatives. Alors là, on n'a pas pu le faire avec des enfants, mais ça a été fait avec des rats de laboratoire et par Porceau, c'est une vieille expérience. C'est les rats de laboratoire, c'est une même souche qui depuis 50, 60 ans, même peut-être plus, ne vivent que dans des laboratoires. Donc on connaît parfaitement leur ADN et ils naissent dans un labo et on connaît leur ADN, on connaît leur expression, on connaît leur espérance de vie, on connaît leur pathologie. Sauf que la variable, c'est qu'un rat qui a été sécurisé est mis dans un tube où il y a de l'eau. Et l'expérimentateur chronomètre à combien de temps il va nager avant de se laisser couler, c'est-à-dire que Porceau parle de désespoir appris. Or, on constate qu'une souche de rat qui a été sécurisée nage à peu près, se laisse couler entre 12 et 15 minutes de natation, et là, on met le rat dans une situation où il est protégé. Le chat ne peut pas rentrer, mais le rat vit sous le regard et sous l'odeur du chat. Alors, dans les situations expérimentales, c'est une cloche en verre. Le chat tourne autour de la cloche en verre. Le rat est protégé, mais lui, il ne sait pas qu'il est protégé. Et on prend ce rat agressé de manière chronique, comme je le dis depuis tout à l'heure. Il est stressé constamment, mais le chat le surveille. Et le rat, j'imagine, doit sentir l'odeur du chat et voir le chat, mais le chat ne peut pas rentrer. Et lorsque le rat est remis, un rat stressé chroniquement, est mis dans une bassine, un tube où il y a de l'eau, il se laisse couler au bout de 6-7 minutes. C'est-à-dire qu'on voit comment une information de peur modifie les comportements et les circuits cérébraux. C'est-à-dire que quand nos enfants sont élevés dans des conditions adverses, ils apprennent à souffrir. Alors que quand nos enfants sont élevés dans des conditions sécurisantes, ils souffrent. On a tous eu des pépins, des épreuves dans la vie, des accidents médicaux, relationnels, affectifs, etc. On a tous eu et on a surmonté tant bien que mal. Mais lorsqu'un rat a été vulnérabilisé par des conditions adverses, eh bien, il résiste moins bien et il se laisse couler. Donc, c'est une expérience de Tronic qui montre à quel point, expérimentalement, on peut illustrer comment ces conditions adverses, la plupart du temps insidieuses, modifient la manière dont nos enfants apprennent à ressentir le monde, à éprouver le monde de manière amusante. Je vais apprendre, je vais me fortifier, je vais affronter, ça va être un jeu. Ou au contraire, de manière délabrante, il ne m'arrive que des malheurs, personne ne m'aime, je suis seul au monde. Et c'est les apprentissages qui se font de manière préverbale. Alors là, on voit, cette expérimentation est partie de Marseille avec Trevarten. Trevarten a pris, comme souvent en éthologie, une situation très simple. Madame, nous savons que vous avez un bébé de 4, 5, 6 mois.
voulez-vous venir au laboratoire du CNRS d'Aix-Marseille? La dame vient, les caméras sont aux quatre coins de la pièce. Légalement, on doit demander l'autorisation de filmer, sinon on n'a pas le droit de filmer. Et puis, Trevarten dit « Madame, excusez-moi, mais on m'appelle dans le laboratoire, dans le bureau d'à côté. » Il s'en va et ne revient pas. Mais les caméras, avec l'accord de la dame, continuent à tourner. La dame, le bébé est là, la dame est là, les murs sont volontairement nus, la dame est là, elle s'ennuie. Tout d'un coup, c'est un travail qu'on a refait avec Maurice Ohaillon, et tout d'un coup, le bébé, qui s'ennuie lui aussi, stimule sa figure d'attachement par un babil, par un petit comportement, tant que la mère est alertée, amusée, comme elle s'ennuie, elle lui parle. Pour le bébé, même s'il ne comprend pas les mots, le contenu, c'est un événement énorme, sa figure d'attachement qui lui parle, ça c'est ça, alors c'est un événement dans une vie de bébé, il répond, et hop, il y a, comme je le proposais tout à l'heure après l'expérience de Daniel Stern, il y a un échange qui se fait, un tour de parole, j'ose pas dire une tour de Babyle, mais il y a un échange qui se fait entre la mère et le bébé, qui se désennuient, qui s'amusent, ils font les pitres, et hop, quelque chose se passe. Mais là, Tronic reprend, et dans le travail qu'on avait fait avec Maurice Ohaillon, on avait montré que sur plusieurs cassettes, plusieurs interactions mère-enfant, c'était le bébé qui sollicitait sa mère, et il y avait même une sollicitation, une séquence où le bébé, dans 90% des cas, sollicitait sa mère. C'était lui qui sollicitait sa mère et la mère répondait. Donc ça veut dire que les bébés ne sont pas des récipients passifs. Hein. Il y a déjà une interaction qui se fait alors que c'est fortement préverbal. Et puis Tronic a repris cette expérimentation et il a introduit une variable, c'est-à-dire, regardez, alors c'est un petit film là, mais j'ai pris ces images, on dit à la dame, interagissez comme vous le voulez avec votre bébé. Et il y a ce qu'on appelle des synchronies mimo-gestuelles. Synchronie mimo-gestuelle. C'est-à-dire que Risolati nous a montré qu'il y avait des neurones miroirs chez nous tous, et que lorsque quelqu'un fait un geste, on a souvent envie de faire le même geste, c'est-à-dire que notre cerveau est alerté, et on se prépare à faire le même geste que celle qui fait le même geste. Alors ça explique des tas de comportements. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un bâille, tout le monde se met à bâiller autour de lui? Pourquoi est-ce que quand quelqu'un nous sourit, c'est difficile de continuer à faire la tronche quand l'autre nous sourit? Pourquoi que quand quelqu'un vomit, parce qu'il est malade, c'est les mêmes neurones de l'insula, de non-insula, qui se mettent, qui consomment de l'énergie et qui nous préparent à vomir, alors que c'est l'autre qui est malade et c'est nous qui sommes écœurés. Donc, parce que nos cerveaux se stimulent mutuellement. Et Tronic dit, eh bien, madame, à un signal convenu, madame, arrêtez de gestuer. Quelques secondes, très rapidement, comme l'a montré Antoine Guédenet, très rapidement, la mère ne gestue plus, le bébé se jette en arrière, il sollicite sa mère 2-3 fois, elle ne répond pas, il se jette en arrière et se met à pleurer. Et à ce moment-là, la mère interrompt bien sûr l'expérimentation. Et là, regardez bien, il y a un rebond d'attachement, c'est-à-dire que le bébé qui a été abandonné par l'absence de mimique, d'interaction de sa mère, il y a un rebond d'attachement, ce qui veut dire, ce qui permet de confirmer ce que j'ai proposé tout à l'heure, c'est que si la mère n'est pas là, c'est une catastrophe, mais si la mère est toujours là, c'est pas mieux non plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit là pour sécuriser et
Ah ben d'accord. Oh, vous auriez pu le faire avant, parce que j'ai presque fini maintenant. Si la mère est toujours là, elle finit par n'être plus là, puisque c'est une sorte d'engourdissement. C'est plus une stimulation. Si elle est toujours là, si elle n'est jamais là, c'est la catastrophe, on sera d'accord. Mais si elle est toujours là, une information qui est toujours là finit par ne plus être une information. C'est un engourdissement. Donc il faut que la mère soit là pour sécuriser le petit et que de temps en temps, elle se respecte, se reprenne en main, parte. S'il y a un substitut pour sécuriser l'enfant, elle revient. Et quand elle revient, il y a un rebond d'attachement. Son absence momentanée a éveillé le besoin d'attachement, activer le besoin d'attachement de l'enfant. Et ça explique pourquoi tous nos enfants, pour nous faire des déclarations d'amour, font des dessins. Si la mère est toujours là, ben elle est toujours là, quoi. C'est elle qui fournit tout, c'est elle qui résout mes problèmes. Mais si elle n'est pas là, je vais avoir mon angoisse de bébé. Et comment je vais faire pour surmonter mon angoisse? Ben, je vais prendre dans ma culture, je vais prendre un papier, un crayon, je vais dessiner un cœur, je vais dessiner un bonhomme tétard, et je vais anticiper, imaginer que quand maman reviendra, je vais lui donner mon dessin et hop, ça sera la fête affective. C'est-à-dire que c'est le départ de la mère, c'est l'absence de la mère qui a stimulé le bébé et l'a invité à la créativité. Si elle n'est jamais là, le cerveau s'éteint. Si elle est toujours là, le cerveau est engourdi. Donc c'est pas facile pour les mères, il faut qu'elles soient là et pas là. Débrouillez-vous les nanas. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'était uniquement qu'il faut raisonner en termes systémiques de façon à pouvoir modifier, stimuler et sécuriser le bébé. Mais on a une possibilité d'agir sur le milieu qui agit sur nous, et on a même la possibilité de modifier la sécrétion neuro-hormonale de nos bébés. Mais quand une mère prend son bébé dans les bras, elle ne pense pas, tiens, en prenant Mathieu dans les bras, je vais augmenter la sécrétion de ses hormones de croissance et de ses hormones sexuelles. Généralement, quand la mère prend le bébé dans ses bras, c'est parce que ça lui fait plaisir à elle aussi. Mais le plaisir est contagieux. Donc le plaisir que la mère éprouve, si son mari, sa culture, etc., lui permettent d'avoir ce plaisir, c'est contagieux et le bébé en profitera. Voilà, j'espère que maintenant vous avez les idées confuses et qu'on va faire une petite pause une petite demi-heure avant de répondre à vos questions. Merci de m'avoir écouté.